Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs du numérique pour qu'ils nous partagent leurs recherches et leurs innovations. Aujourd'hui, tendez bien l'oreille, on va parler mathématiques. Mais des mathématiques pour mieux comprendre le monde qui nous entoure dans ses certitudes et ses probabilités. C'est l'objet du travail de notre invité, Randall Dook. Bonjour Randall Dook. Bonjour Annick. Petit CV express, comme d'habitude. Vous êtes qui ? Alors moi, en tant qu'étudiant, j'ai été à l'école polytechnique, puis j'ai poursuivi à Télécom Paris en tant qu'école d'application. En dernière année de Télécom Paris, j'ai suivi un cours de master, ce qui m'a permis ensuite d'aller faire une thèse en mathématiques appliquées. Et aujourd'hui, je suis professeur à Télécom Sud Paris en mathématiques appliquées toujours, notamment en probabilité statistique, tout ce qui concerne le domaine de l'aléatoire. J'ai envie de vous poser une double question. Pourquoi l'aléatoire dans les mathématiques ? Et aussi, pourquoi l'aléatoire dans votre parcours ? On va dire qu'au départ, j'avais une idée des mathématiques qui était un petit peu préconçue, quelque chose d'un petit peu rigide avec des raisonnements, des propriétés, des théorèmes. Tout ça me paraissait un petit peu abstrait, j'avais pas trop envie de me lancer là-dedans. Par contre, quand j'ai découvert l'aléatoire, j'ai trouvé aussi qu'il y avait quelque chose qui ressemblait un petit peu au monde dans lequel nous vivons, avec des choses donc qu'on peut dire presque certaines, mais aussi beaucoup de choses qui sont probables. Et donc de travailler là-dessus, de travailler sur l'aléatoire me permettait aussi de comprendre un peu le monde dans lequel nous évoluons, et ça m'a beaucoup intéressé. Ok, et qu'est-ce que vous cherchez à faire exactement ? On va prendre un exemple, c'est juste un exemple très simple. On peut se poser la question de détecter en fait la position d'un mobile, on va dire un bateau, en prenant simplement des données sonars, donc des données d'angle que fait le bateau par rapport à un axe de référence. On a simplement l'angle sur une certaine période de temps, et à l'aide de ces observations, de l'observation de ces angles, on va essayer de récupérer la position du bateau. Donc ça, a priori, si on ne met pas de modélisation probabiliste derrière, c'est impossible. Parce qu'avec un angle donné, on peut juste obtenir l'information que le bateau se trouve sur une droite. Mais si on met une modélisation probabiliste, alors on va pouvoir calculer la probabilité a posteriori, étant donné tous les angles que l'on a reçus de l'instant 0 jusqu'à l'instant n, la probabilité pour que le bateau se trouve à telle ou telle position. Donc c'est la modélisation probabiliste qui va nous permettre de construire cette surface de probabilité. D'accord, et est-ce que votre approche vous permet d'apporter une réponse juste à la question que vous vous posez ? Alors tout dépend du type de chercheur que vous êtes. Vous allez donner une réponse qui va être la plus juste possible, mais avec des critères un petit peu différents suivant que vous êtes plutôt praticien ou plutôt théoricien. Le praticien, lui, va essayer de faire des expérimentations, comparer plusieurs méthodes et évaluer la pertinence de sa méthode par l'expérience. Donc ça, c'est le praticien. Le théoricien va plutôt analyser l'algorithme, essayer d'obtenir des résultats limites de l'algorithme et essayer de prouver que telle ou telle méthode va avoir une approximation bien meilleure ou non que d'autres méthodes. Donc on a deux types un petit peu de profils de chercheurs dans cette communauté-là. J'imagine que ces deux types de chercheurs travaillent ensemble, mais comment ? Ils interagissent par des conférences où sont réunis en fait ces chercheurs avec différents profils. Ce qui est intéressant, c'est que vous-même, vous allez vous positionner dans ces profils un petit peu différents et vous allez, soit dans ces conférences, soit dans les papiers qui sont écrits dans des journaux assez différents, parfois théoriques, des journaux parfois appliqués, vous allez prendre connaissance des algorithmes proposés par des chercheurs de ces différentes communautés et essayer en fait de les étudier, de les analyser pour essayer de donner une réponse qui soit pertinente au problème qui s'est posé. Votre recherche est assez fondamentale. Est-ce que vos travaux vous amènent à analyser uniquement des algorithmes qui existent ? Alors, c'est la plupart des travaux que j'ai faits, c'est-à-dire la plupart des travaux que j'ai faits jusqu'à présent consistaient à prendre des algorithmes qui effectivement s'étaient révélés pertinents dans la pratique et de les analyser. Cependant, en les analysant, on peut se rendre compte que certains paramètres, plus que d'autres, vont agir sur la précision de l'algorithme. Et en remarquant que ces paramètres-là agissent sur la précision, on peut se permettre de modifier ces algorithmes et d'en proposer d'autres, de sorte que on obtienne une réponse qui soit encore plus pertinente.
Par exemple, si on reprend l'exemple de localisation d'un bateau, on a en fait à chaque instant donné une quantité d'intérêt qui va évoluer avec le temps, qui est la position du bateau à l'instant T, puis à l'instant T plus 1, T plus 2, etc. Et puis on a des nouvelles observations qui arrivent, donc l'observation d'angle à l'instant T, puis l'angle à l'instant T plus 1, T plus 2, etc. Donc on a quelque chose qui évolue avec le temps et donc avec une précision, comme je disais, qui va évoluer avec le temps. Le fait d'avoir analysé ces algorithmes-là nous a amené à quantifier cette précision et à regarder de quoi dépendaient les paramètres de cette précision. Et là, on a proposé effectivement un algorithme qui nous permet de conserver une précision qui est relativement correcte, relativement bonne, alors qu'on augmente le pas de temps, donc on itère notre algorithme. Et est-ce que vos travaux ont un rapport avec les grandes problématiques actuelles que sont la préservation de l'environnement, les économies d'énergie? Alors effectivement, la connaissance d'un algorithme, des paramètres qui permettent d'obtenir une précision donnée sur un algorithme, nous permettent aussi de réduire l'effort computationnel, donc l'effort qu'on va demander aux machines pour faire évoluer cet algorithme, parce que on se dit, si on a bien compris comment fonctionne un algorithme, on se dit, on va arrêter l'itération au bout de temps, et donc on n'aura pas besoin de continuer et de produire, faire tourner des machines pour continuer à obtenir une précision qui va pas s'améliorer, d'accord? Donc du coup, la connaissance en fait théorique de ces algorithmes nous permet d'être un petit peu plus frugal, d'être un peu plus sobre d'un point de vue énergétique. J'ajoute une dernière petite question. Est-ce qu'on peut quantifier ces économies d'énergie? Dans un algorithme, on le quantifie toujours, c'est-à-dire que en fait, à chaque fois qu'un algorithme va faire des appels à certaines fonctions coûteuses, on pourra essayer justement de comparer à un autre algorithme, regarder le nombre d'appels qui a été fait à cette fonction coûteuse et effectivement savoir si l'algorithme est 2 fois plus efficace ou 3 fois plus efficace que tel autre algorithme. C'est une comparaison entre 2 algorithmes, donc en termes de puissance. Par contre, voir la quantification de ça sur l'environnement global, sur l'équilibre de l'environnement, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et évidemment, vous ne faites pas que de la localisation, c'était l'exemple le plus parlant que vous avez choisi pour illustrer votre thématique de recherche. Merci Randall Doug d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Science Num. Merci. Un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Vous pouvez retrouver toute la série des épisodes de Science Num sur vos plateformes d'écoute préférées. Et moi, je vous dis à bientôt.